Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui répondre aux deux principales questions que vous m'avez posées ces derniers jours. La première question, elle est récurrente, c'est vrai qu'elle nous concerne tous, elle concerne l'avenir du monde. On va prendre un petit peu de hauteur. Donc, qui va pouvoir dominer l'économie mondiale demain? Qui va gagner le match économique mondial? Est-ce que ce seront les États-Unis, la zone euro ou alors les fameux BRICS, emmenés comme vous le savez par la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud? Ce sont les pays à la base, j'ai envie de dire, d'autres pays les ont rejoints dernièrement. Donc qui peut dominer la planète économique? Et question corollaire, quelle sera la devise mondiale? Pour l'instant, c'est toujours le dollar. Qui peut concurrencer le dollar demain? L'euro, jusqu'à présent, ça a été compliqué, ça sera encore compliqué demain, on verra ça dans le détail. Ou alors la devise chinoise, le fameux yuan, ou encore une autre devise basée sur l'or. Vous savez que l'or ne cesse de battre des records depuis des mois, on vous l'avait d'ailleurs conseillé à l'achat ici même, donc ça a bien fonctionné. Est-ce que l'or va continuer d'augmenter, finalement, de s'apprécier? Donc on verra ça dans le détail tout à l'heure, on va répondre à toutes ces questions. Et puis deuxième grande question, là aussi vous avez été nombreux à me la poser au cours des derniers jours, quel est le vrai bilan économique de Bruno Le Maire? C'est vrai que ça sera d'ailleurs la question du jour, j'ai envie de dire, la question de la semaine, puisque Bruno Le Maire a fait son pot de départ la semaine dernière en nous disant que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il a laissé la France dans un état formidable. Malheureusement, la réalité, on verra ça sur des graphiques bien sûr réalisés sans trucage, c'est important de voir la réalité en face. Nous sommes très très loin des déclarations de Bruno. On ne va pas tirer sur l'ambulance, bien sûr, mais Bruno Le Maire, malheureusement, je l'appelais Bruno, vous voyez, parce qu'effectivement, il m'a sollicité à plusieurs reprises. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Voilà, aujourd'hui, on verra ce qui se passera demain, mais toujours est-il que le bilan n'est pas formidable. Ça va être assez compliqué. Et bien sûr, comme d'habitude, on terminera par la bonne nouvelle de la semaine. Il y en a une tout de même. On verra ça tout à l'heure. Je vous la garde pour donc la fin de la vidéo. On commence tout de suite parce que le programme est chargé. Il y a beaucoup de chiffres extrêmement importants. C'est important justement de les voir en face, de voir cette réalité en face pour comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Et tout d'abord, on commence avec la photographie de 2024 qui aujourd'hui domine le monde d'un point de vue du PIB, c'est-à-dire de la richesse que nous créons chaque pays donc au niveau annuel. Eh bien, pour l'instant, ça reste encore et toujours les États-Unis. Donc là, vous avez la répartition en dollars courants. Tout à l'heure, on verra la répartition en dollars en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire en isolant les différences de pouvoir d'achat. Le classement, vous le verrez, est un petit peu différent, mais pour l'instant, donc les Américains restent numéro 1 avec un PIB, vous voyez, 28 781 milliards de dollars en 2024, chiffre du FMI. Ce sont bien sûr, encore une fois, des estimations, mais tout de même, on peut globalement leur faire confiance. Ensuite arrive la Chine, plus de 18 533 milliards de dollars, puis la zone euro. Alors la zone euro n'est pas un pays, certes, mais on est quand même, si on reste unis, les 20 pays de la zone euro sur le podium. Après, on reprend le classement pays par pays, donc on retrouve l'Allemagne, le Japon qui perd des places, l'Inde qui, elle, gagne des places d'année en année, le Royaume-Uni et la France, qui n'est plus que 7e puissance mondiale. C'est mieux que rien, bien sûr, mais ça reste assez limité. Le Brésil, qui là aussi gagne des places, l'Italie, le Canada, qui là aussi perd des places depuis plusieurs années, la Russie, qui est maintenant 11e, donc là aussi une des prévisions de Bruno Le Maire, qui nous disait oui, qu'il allait faire s'écrouler l'économie russe. Finalement, ça n'a pas été le cas. On verra ça tout à l'heure pourquoi, bien entendu. Est-ce que c'est durable? Ensuite, le Mexique, l'Australie, la Corée du Sud, et donc dernier pays sur les BRICS, on ne va pas tous les prendre, on a juste pris les principaux. Et donc l'Afrique du Sud, par contre, elle n'arrive pas à remonter, elle a même perdu des places, 41e donc au niveau mondial, avec un PIB de seulement 373 milliards de dollars. Donc c'est mieux que rien, mais ce n'est pas non plus génial. Alors justement, si on regarde le comparatif en 1990 et en 2000, évidemment, il y a eu des changements au classement, bien entendu. Donc là, on vient de voir 2024. Si on regarde 1990 et 2000, voilà les chiffres, tout simplement encore du FMI. Encore numéro 1, États-Unis, j'ai envie de dire. Ils sont d'ailleurs numéro 1 depuis la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Ensuite, on avait le Japon. Vous voyez que là, le Japon a quand même pas mal dégringolé. Puis l'Allemagne, la France. Regardez, en 1990, c'était 4e puissance mondiale. On est 7e aujourd'hui. En 2000, on avait perdu encore une place. Et puis voilà, maintenant, donc, comme vous le savez, nous sommes 7e. Le Royaume-Uni, donc, était 5e. Il a donc également un petit peu rétrogradé, mais légèrement. L'Italie, le Canada ont bien rétrogradé. Le Brésil, la Chine, l'Inde, évidemment, qui sont montés au classement. On voit que la montée de la Chine a été très progressive. Vous voyez, en 2000, c'est encore 6e d'un point de vue donc, du PIB en dollars. Et donc aujourd'hui, ils sont donc numéro 2. Mais attention, si on regarde maintenant avec les parités de pouvoir d'achat, ça veut dire en isolant les différences de pouvoir d'achat, parce qu'évidemment, quand on compare avec un dollar américain, ce n'est pas le même pouvoir d'achat en fonction que vous trouvez en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Et donc là, si on corrige ces éléments, c'est le FMI évidemment qui le fait, et bien là, la Chine est déjà la première puissance mondiale, puisque avec une parité des pouvoirs d'achat entre les États-Unis et la Chine, eh bien on a un PIB chinois à 31 291
donc devant, loin devant, enfin, les États-Unis, il y a presque 7000, un peu plus de 7000 milliards de dollars d'écart avec les États-Unis, qui sont quand même numéro 2. Ensuite, la zone euro, l'Inde est donc numéro 3 si on prend par pays, le Japon numéro 4, l'Allemagne, avec le Japon repasse devant l'Allemagne. On a ensuite donc l'Allemagne, la Russie qui est donc numéro 6, l'Indonésie numéro 7, Brésil, Royaume-Uni et donc la France seulement numéro 10 donc au classement mondial en termes de création de richesse en parité de pouvoir d'achat. Donc on voit que nous sommes assez loin. Turquie, Mexique, Italie, Corée du Sud. Afrique du Sud est toujours loin, hein, 33e, mais un peu moins loin que si on regarde le classement global. Donc on voit bien qu'il y a eu ces évolutions qui ont été assez nettes. Et donc finalement aujourd'hui la Chine est bien, encore une fois, la première puissance mondiale si on corrige des effets de parité de pouvoir d'achat. En fait c'est le cas depuis 2018. Depuis 2018, là on voit donc le poids de chaque pays ou zone pour la zone euro dans le PIB mondial. Donc on voit que la zone euro par exemple en années 80, elle n'existait pas bien sûr, mais si on prend les pays qui sont aujourd'hui dans la zone euro, c'était 22% du PIB mondial, et ensuite ça a évidemment dégringolé. Les Américains ont résisté, ils sont donc devant la zone euro en termes de poids dans le PIB mondial, mais les Chinois sont autour des 19%, et nous la France malheureusement on est passé de 4 à 2% du PIB, donc du poids, de notre poids dans le PIB mondial. Ça reste donc évidemment particulièrement limité. Alors si maintenant on compare les BRICS, les fameux BRICS, donc encore une fois uniquement pour l'instant, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, hein, c'était le FMI justement qui avait créé cette nouvelle catégorie il y a déjà une vingtaine d'années, et qu'on le compare au G7, donc les 7 principales économies, hein, donc évidemment les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada, voilà, donc les 7 premières puissances mondiales, hein, le fameux G7. Eh bien regardez bien, depuis 2021, eh bien, il y a eu un point d'inflexion. Donc les pays du G7, regardez bien, dans les années 80, représentaient 50% du PIB mondial. Donc nous étions effectivement les maîtres du monde, puis ça n'a cessé de reculer, et là aujourd'hui c'est en train de remonter, évidemment parité de pouvoir d'achat, et donc les BRICS sont à 32,7% donc, du poids dans le PIB mondial, alors que le G7 est à 29,6%. Donc ça commence à faire beaucoup, 3 points d'écart, donc à l'avantage des BRICS. Donc là, il y a bien un changement qui est en train de s'opérer. Et si on regarde les simulations jusqu'en 2029 du FMI, ça continue, l'écart continue de se creuser. J'ai envie de dire malheureusement pour nous, heureusement pour les BRICS, mais c'est vrai que là, il y a, je dirais, un positionnement à comprendre et surtout savoir comment on va pouvoir s'en sortir là aussi. Alors, si on regarde dans le détail pour les BRICS, en fait, c'est vrai qu'il y a la Chine, hein, qui entre guillemets est loin devant tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui donc la Chine c'est 19% du PIB mondial, l'Inde c'est 7,9% du PIB mondial, la Russie 2,9%, le Brésil 2,3% et l'Afrique du Sud seulement 0,5% du PIB mondial. Donc on voit bien que dans ces BRICS, c'est vraiment la Chine et l'Inde, surtout la Chine d'ailleurs, parce que l'Inde est en train certes de les rattraper, mais il y a encore de la marge, donc qui tire un petit peu l'ensemble de ces BRICS. Donc voilà pourquoi, si on doit avoir un concurrent en dollars, ce sera plutôt le yuan qu'une devise globale, parce que la Chine, encore une fois, elle est loin devant et elle n'a pas forcément les moyens, on le verra tout à l'heure, d'avoir un yuan trop fort, ce qui pourrait lui causer quelques problèmes. Donc pourquoi la Chine va aussi bien? Ben voilà, on le voit sur ce graphique. De 1980 à 2023, le PIB chinois, regardez bien ce chiffre, a augmenté de quasiment 4000%, 3942%, hein, c'est pas de la crypto-monnaie, hein, c'est vraiment du PIB réel. L'Inde qui s'est très bien comportée, on est à 1166% d'augmentation, États-Unis 202%, la France 104, oui mais 104 depuis les années 80, ça fait une toute petite croissance structurelle, ce qui veut évidemment ça montre bien que nous sommes en train de perdre malheureusement du terrain, et globalement c'est vrai que au sein du match donc des pays développés, il y a États-Unis, zone euro, et là on voit aussi que la zone euro malheureusement perd du terrain. La semaine dernière, on a vu Mario Draghi qui nous annonçait un plan de relance de 800 milliards d'euros pour soutenir l'investissement, l'innovation. Il a raison, c'est très bien, mais comment trouve-t-on l'argent? C'est ça la question, avec un risque d'avoir une épargne forcée. On peut peut-être ponctionner l'épargne, entre guillemets, donc de façon autoritaire, ce qui serait évidemment dramatique et ce qui ne serait pas très légal pour financer ces 800 milliards, mais sinon on n'a pas les moyens. Nous sommes déjà surendettés, donc tout le problème est là. C'est bien beau de faire des belles annonces, mais il n'y a pas les moyens de financement de ces 800 milliards, et donc on a pris du retard, évidemment, par rapport notamment aux États-Unis. Donc regardez bien, depuis 1995, on voit l'évolution du PIB hors inflation entre les États-Unis et la zone euro. Donc aux États-Unis, plus 102,5%, zone euro, plus 52,5%. Oui, vous ne rêvez pas, il y a 50 points d'écart donc de croissance entre les États-Unis et la zone euro, en moins évidemment pour nous. Et là, c'est vrai que c'est un vrai échec, disons-le, hein, de la zone euro. Elle a été créée justement pour l'inverse, hein, pour faire la concurrence aux États-Unis, même pour faire
faire en sorte que l'euro puisse battre le dollar, et malheureusement on a un petit peu gâché la zone euro, trop de réglementation, trop de dogmatisme, pas assez justement de pragmatisme, et c'est ce qui fait que malheureusement on n'a pas réussi à retrouver une croissance forte, et ça continue, puisque si on voit les chiffres donc pour la croissance 2024, donc la première colonne ce sont les prévisions du FMI, la deuxième ce sont mes prévisions, il n'y a pas toujours des différences, mais quand même il y a quelques différences, notamment sur le numéro 1, c'est l'Inde, 7% de croissance selon le FMI, je pense que ce sera plutôt autour des 8%. Pour la Chine, c'est autour entre 5 et 5,5% de croissance. Donc pour la Chine, 5,5% c'est une croissance assez limitée. Donc les pays émergents au sens large, autour des 4,3 à 4,5% de croissance. Au niveau mondial, selon le FMI, 3,2%, selon nous 3%. Ça reste à peu près la même ordre de grandeur. Ensuite, selon le FMI, c'est pas un organe russe qui fait cette prévision, c'est donc 3,2% de croissance cette année. Pareil pour nous, on voit la même chose. Évidemment, il y a un effort de guerre, mais toujours est-il qu'il y a une résistance de cette croissance. Ensuite, États-Unis, donc 2,6% selon le FMI, 2,8% selon nos prévisions, parce qu'on intègre les derniers chiffres que peut-être le FMI n'a pas tout à fait fait encore. Puis l'Espagne, le Brésil, on voit autour des 2%. Donc pays développés, vous voyez, c'est moins de 2% de croissance sur l'année. La Suisse, je sais qu'il y a beaucoup de nos amis suisses qui nous regardent, donc on leur fait un petit coucou, 1,3%, selon nous un petit peu plus, 1,5%. Bon, ça reste quand même assez timide. Le Canada qui souffre autour des 1% de croissance. Et ensuite, on passe sous les 1%, donc la France, 0,9 selon le FMI, autour des 0,7 selon nous. Zone euro, pareil, 0,9, peut-être même 0,4, parce que je pense que le FMI n'a pas intégré notamment le plongeon de l'Allemagne. Afrique du Sud, on voit qu'elle est en retard, l'Afrique du Sud, par rapport aux autres BRICS, entre guillemets, donc il y a les BRICS, mais sans le S, qui font une bonne croissance. Le Japon, donc 0,7, Italie, Royaume-Uni, moi là, je pense que le FMI est un peu pessimiste, on se retrouve autour des 1,3% de croissance, et malheureusement l'Allemagne, autour des 0,1, 0,2% de croissance. L'Allemagne est de nouveau en récession, donc évidemment ça plombe un petit peu l'ensemble de la zone euro. Donc on se rend bien compte que la zone euro est complètement en décalage par rapport aux États-Unis. Ça fait déjà depuis 1995 que ça dure, et là c'est en train de s'aggraver. Si on voit les derniers indicateurs avancés, donc des directeurs d'achat sur le mois d'août, eh bien là aussi les BRICS sont en avance. Encore une fois, j'ai mis les BRICS sans le S, puisque l'Afrique du Sud est pour l'instant en zone de récession. Donc on voit l'Inde, États-Unis, ça résiste bien. Royaume-Uni, bon, France, il y a eu un effet un petit peu d'optique sur le mois d'août avec les JO, mais ça risque de repartir à la baisse en septembre. On verra, on en reparlera très rapidement dès qu'on aura les chiffres, le mois de septembre. Le Brésil, le Japon, ça va un petit peu mieux. Autre pays, bien sûr, la Chine. C'est vrai que c'est décevant, la Chine seulement 51,2. L'Afrique du Sud, qui était en zone de récession, on est juste au-dessus, mais c'est quand même sur plusieurs mois, on reste sur une récession sur l'Afrique du Sud. Donc on voit bien que pour l'instant, en termes des perspectives d'activité, la Chine, c'est plus que c'était, et puis l'Afrique du Sud également tire les BRICS, entre guillemets, vers le bas. Allemagne avant-dernier, et dernier, malheureusement, nos amis canadiens, on les salue. C'est compliqué pour vous, je sais que malheureusement la politique économique n'est pas forcément adéquate, donc c'est ce qui fait que le Canada aujourd'hui souffre énormément. Alors, n'enterrons pas trop vite la Chine, parce que la Chine connaît une croissance très forte. Justement, on a eu, à 5,5, c'est pas mal quand même comme croissance, mais c'est vrai que c'est insuffisant pour l'économie chinoise, c'est pas la croissance qu'ils avaient jusqu'à présent. Mais, dernier chiffre du commerce extérieur, regardez bien, donc on est sur 91 milliards de dollars d'excédent commercial sur le seul mois d'août, ce qui fait quasiment 900 milliards, 891,4 exactement, depuis, donc sur 12 mois, en Chine. Donc vous voyez, ça se redresse. Donc attention, les Chinois, ils plient mais ne rompent pas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils restent sur une croissance qui est toujours forte. Et donc là, j'ai envie de dire, attention, parce qu'ils font également un mouvement de dumping, ils baissent les prix, il y a même une déflation qui est là plus ou moins aujourd'hui en Chine, pour gagner des parts de marché. Donc là, c'est très dangereux, évidemment, pour nos entreprises. Donc attention, la Chine a retrouvé j'ai envie de dire, son agressivité commerciale. C'est vrai qu'elle a perdu énormément de parts de marché, notamment au profit de l'Inde. Là, elle essaye de les rattraper. L'Inde reste pour l'instant la locomotive de la croissance mondiale, on l'a vu tout à l'heure, mais la Chine, elle est toujours là. Donc ça veut dire qu'il faudra toujours compter avec elle. Par contre, évidemment, comme la Chine reste fragile, elle n'aura pas les moyens d'imposer le yuan trop fort, et donc d'imposer le yuan comme concurrent du dollar. Donc c'est pourquoi ça prendra encore du temps pour les Chinois pour battre les États-Unis, sachant qu'en plus de cela, le problème numéro 1 des BRICS, ça reste le PIB par habitant. Alors justement, on va voir ce PIB par habitant, voilà les chiffres. Donc là, évidemment, c'est complètement différent. Donc c'est sûr qu'il y a des petits pays, comme il y a très peu d'habitants, et puis ils font, je dirais, du chiffre d'affaires ou du PIB sur des services. Donc forcément, ça gonfle un petit peu les chiffres. Mais enfin, voilà les statistiques du FMI de 2024. Numéro 1, Luxembourg, donc 131 384 dollars par habitant par an. L'Irlande, juste en dessous, numéro 2. Ça sera intéressant tout à l'heure, on verra le classement, comment il a évolué depuis les années 90. Ensuite, la Suisse, la Norvège, évidemment,
l'importance du pétrole, Singapour, les États-Unis qui résistent malgré tout, vous voyez, ils sont toujours donc à la 6e place. On a ensuite, j'ai mis quelques pays qu'on connaît bien, notamment nos amis belges, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, qui n'est plus que 25e. Et oui, ça se complique. Alors j'ai mis juste Andorre pour vous dire que, évidemment, Andorre est juste derrière nous, voilà. Ensuite, la Russie, 69e, vous voyez que là, les BRICS sont quand même assez loin. La Chine, 72e, là vous avez en face le niveau de dollars, de revenus, donc de PIB par habitant. Le Brésil, 82e, l'Afrique du Sud, 111e, l'Inde, 138e, et donc le dernier pays, c'est donc 196e selon les chiffres du FMI, c'est évidemment le Burundi, on voit avec 230 $ par habitant, c'est évidemment une catastrophe. Si on regarde maintenant l'évolution depuis les années 90, alors ça c'est intéressant parce que on retrouve au Luxembourg, ils étaient 2e, maintenant ils sont 1er, mais regardez, l'Irlande était 23e. Donc là on voit bien la stratégie de l'Irlande qui a été, disons-le, du dumping fiscal, elle a baissé très fortement les impôts pour attirer les entreprises internationales donc en Irlande, donc ça a dopé le PIB irlandais, ça a dopé évidemment le PIB par habitant, quand même de la 23e à la 2e place, c'est assez incroyable. Les Suisses qui étaient premiers donc passent à la 3e place, la Norvège il bouge quasiment pas, Singapour, donc là aussi qui a gagné pas mal de terrain, donc en face je mets la variation, donc 23 places de gagné pour Singapour. Les Américains, ça c'est surprenant, ils ont gagné en positionnement en termes de PIB par habitant, plus 4, la Belgique plus 3 également, donc le Canada, bon par contre ça s'est régressé pour Canada, moins 4, l'Allemagne moins 1, Royaume-Uni moins 8, et regardez bien, c'est la plus forte baisse pour les pays du G7, pour les pays développés même quasiment, la France, moins 14 places, on était 11e en termes de PIB par habitant en 1990, on est 25e aujourd'hui. Là aussi, si on doit faire le bilan des dernières années, pour nos dirigeants, c'est pas génial. Bon, Andorre, il n'y avait pas les chiffres en 90, mais non, on sait qu'ils sont donc 26e. La Russie a gagné des places, elle était 130e, évidemment, c'était l'après-URSS. Donc là, on voit bien, pour ceux qui sont tentés par l'URSS, que ça coûte extrêmement cher, évidemment, à la Russie. Ensuite, ils ont pu redémarrer. La Chine, 138e, qui est passée à la 72e place. Ça reste évidemment un pays communiste en tant que dictature sur le papier, mais économiquement parlant, c'est un pays extrêmement capitaliste. J'ai même envie de dire que les Chinois adorent le profit, finalement, malgré ce qu'on dit ici ou là. Donc voilà, ils sont passés de la 138e place à la 72e place mondiale. C'est bien, mais c'est pas encore idéal, parce qu'il y a encore à peu près 600 millions de Chinois qui ne vivent pas, je dirais, correctement. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas à leur faim. Donc ça, c'est évidemment toujours un danger pour la Chine. Le Brésil, lui aussi, c'est triste, parce qu'il a perdu 28 places, vous voyez. Donc il était mieux placé en 90 qu'aujourd'hui. Pareil pour l'Afrique du Sud, elle était à 52e, elle est 111e aujourd'hui, elle a perdu 59 places, c'est assez énorme. L'Inde, ça ne bouge quasiment pas, 3 places d'écart, et le Burundi a perdu 50 places. Là aussi, bon, malheureusement, c'est le dernier, j'ai mis le Burundi, on s'excuse évidemment, on espère qu'ils pourront redémarrer un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste extrêmement compliqué. Alors si on regarde maintenant, parce que je sais qu'on va me poser la question, oui mais bon, attention, il y a aussi toutes les problématiques de dette publique et autres, donc on se rend bien compte que les BRICS ne sont pas prêts, je dirais pour l'instant d'un point de vue du PIB par habitant. Par contre, sur le front de la dette publique, c'est assez surprenant. Ils sont bien plus sérieux que les autres pays. Alors là, on a donc les pays en termes de PIB, de dette publique par rapport au PIB. Le Japon, bien sûr, toujours numéro 1, 254% du PIB. D'ailleurs, n'oublions pas, par rapport à la France, que 98% de la dette publique japonaise est détenue par les Japonais. Donc ça ne se compare pas à la France, parce que nous, c'est 52% qui est détenu par des non-résidents, donc on est dépendant du reste du monde, ce qui n'est pas le cas évidemment du Japon. La Grèce a baissé, on était à plus de 210%, comme vous le savez, bon, ils ont fait des efforts, 158% du PIB, l'Italie 138%, chiffre du FMI, encore une fois, j'ai voulu jouer tout à fait la transparence, États-Unis 123% du PIB, la France 111% du PIB, donc vous voyez que nous sommes quand même dans le top 5 au niveau mondial, l'Espagne, le Canada, attention, le Canada ça remonte, ils avaient fait des bons efforts, mais c'est en train de remonter, la Belgique, ça se stabilise autour des 100%, le Royaume-Uni, ça remonte également, donc on verra les mesures qui vont être prises, mais le Royaume-Uni aussi il peut avoir des dangers. Par contre le Portugal, alors là c'est vraiment des efforts incroyables, on est passé de plus de 110% à 95% du PIB, la zone euro autour des 90%, le Brésil 87%, donc vous voyez que là les BRICS sont plutôt bien placés, la Chine 88%, ça a beaucoup augmenté également en Chine, parce qu'on était à 40% il y a encore quelques années, l'Inde 82%, bon c'est pas encore 100%, mais on voit que c'est quand même beaucoup, l'Afrique du Sud 76%, l'Allemagne 64%, les Pays-Bas 48% et la Russie 21%. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils ont de quoi, s'ils veulent, et pouvoir relancer la machine demain, ils peuvent appuyer, entre guillemets, sur le champignon, sur la dette publique, même si ça va être compliqué de trouver des financiers internationaux, ça peut être en Inde, peut-être en Chine, peut-être même sur le territoire russe, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la Russie est un pays qui est surendetté, ce qui malheureusement est le cas pour nous, ce qui veut bien dire que là aussi, attention, il faut, quand on se compare à d'autres pays, il faut regarder toutes les forces en présence, et là aussi, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué sur la dette publique, en particulier pour les pays riches,
riches qui ont donc trop utilisé cette dette publique pour finalement pas d'énormes résultats, à part peut-être un petit peu les États-Unis, on l'a vu, qui ont bien résisté, mais tous les autres, et notamment nous les Français, cette dette publique a été utilisée à mauvais escient. Alors, autre élément important de comparaison entre les BRICS, la zone euro et les États-Unis, ça reste les dépenses de R&D, donc l'innovation pour demain. Donc États-Unis 3,5% du PIB, c'est les derniers chiffres harmonisés donc de la Banque mondiale de 2021, Japon 3,3%. Donc là j'ai mis les pays du G7 entre guillemets, enfin une partie d'entre eux évidemment, les 5 plus importants, l'Allemagne 3,1%, le Royaume-Uni et la France 2,2%. Sauf que, rappelez-vous, c'est juste un ratio, c'est ce que disait le général de Gaulle en son temps, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est-à-dire, c'est bien pour de chercher, il faut trouver de temps en temps, et nous, c'est vrai qu'on a un problème de recherche appliquée, voilà pourquoi il n'y a pas de GAFAM, notamment en Europe et en France, donc ce qui évidemment nous coûte assez cher. Si on regarde maintenant sur les BRICS, là on voit bien qu'il y a deux types de pays, bien sûr, la Chine, 2,4% de leur PIB, en valeur absolue, c'est la deuxième puissance mondiale, derrière les États-Unis, en termes de recherche, développement et donc d'innovation, ça reste quand même très important. Première puissance mondiale en R&D dans les énergies renouvelables, donc c'est sur l'avenir bien entendu, ça c'est pour la Chine, le Brésil 1,2, la Russie 1,1 seulement, et après bon l'Inde 0,7 et l'Afrique du Sud 0,6, donc là on voit bien qu'encore une fois la Chine pour l'instant elle est loin devant, notamment grâce à ses efforts de R&D, donc c'est elle qui tire la croissance des BRICS, donc c'est la Chine qui pourrait concurrencer les États-Unis et donc qui pourrait imposer un jour le yuan comme concurrent du dollar, mais ce n'est pas demain la veille, pour l'instant c'est vrai que le dollar reste la devise mondiale, c'est à peu près 62 à 65% des réserves de change mondiales, contre 20% pour l'euro, donc là l'euro évidemment est complètement distancé, il n'a jamais d'ailleurs réussi à rattraper, mais à se rapprocher des États-Unis, donc c'était également malheureusement un échec de l'euro. C'est surtout donc le dollar 50% des transactions dans le monde, alors que les États-Unis c'est que 11% du commerce mondial, ce qui veut donc dire que les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains, et c'est ce qui fait que quand les Américains font la planche à billets, finalement comme il y a une demande mondiale de dollars, ils la financent aisément, et c'est ça le problème pour nous, mais pas pour les Américains. C'est la fameuse phrase, vous savez, de M. Connolly, qui était ministre des Affaires du Trésor à l'époque dans les années 70, il a dit le dollar c'est notre devise et c'est votre problème. Voilà, malheureusement c'est toujours le cas pour nous, donc on le voit, les Américains ont des déficits énormes, une dette énorme, rendez-vous compte, en moyenne depuis 2009, ils ont un déficit chaque année de 7,4% de leur PIB, 1360 milliards de dollars, c'est évidemment assez énorme, et surtout la dette publique, je viens de voir les chiffres parce que vous savez qu'il y a un compteur aux États-Unis, 35 380 milliards de dollars, 123,4% donc du PIB. Aujourd'hui même, le 17 septembre 2024, on se rend bien compte que là aussi, normalement, les États-Unis devraient souffrir. Il ne leur arrive rien, ils ont une dette totale de 400% si on prend le public et le privé, ils ont un déficit structurel de la balance commerciale, également donc de la balance courante, donc ils ont besoin du reste du monde, mais forcément, parce que toutes les entreprises américaines sont à l'étranger, elles rapatrient leurs capitaux pour financer l'économie américaine, et parallèlement, comme nous on a besoin de ce dollar pour acheter du pétrole, des matières premières, etc., eh bien on achète également, on a cette demande mondiale de dollars, ce qui fait que les Américains restent la première puissance mondiale. Le jour où ils n'auront plus ce poids hégémonique du dollar, alors là ils vont s'effondrer, mais ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut un concurrent. Ça sera certainement le yuan, mais pas avant 10-15 ans, le temps que la Chine soit plus forte, qu'elle ait une croissance plus forte, qu'elle puisse supporter un yuan fort pour pouvoir justement concurrencer le dollar. Aujourd'hui, quand on voit le yuan dollar, vous voyez qu'on est autour des 7 yuan pour un dollar, donc ça reste relativement bas. Donc on est sur des niveaux comparables à ce qui se prévalait dans les années 2008 à peu près. Donc on est loin des 8,2 qu'on avait il y a encore des 6,2 qu'on avait il y a encore quelques années. Donc ce qui montre bien que la Chine, elle n'est pas encore prête. Et elle ne veut pas sacrifier ses exportations, donc elle maintient un yuan relativement faible pour justement soutenir sa croissance. Le jour où elle aura les reins solides, eh bien, où il y aura quasiment plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ou très peu, et bien à ce moment-là, elle pourra avoir un yuan fort et concurrencer le dollar. Ça ne sera pas avant 10-15 ans. Donc ça arrivera, mais pas pour tout de suite. Encore une fois, alors ça dépendra également des élections américaines, en fonction des choix qui seront faits, ça pourrait hâter le mouvement, mais ce n'est pas pour tout de suite, pas avant 10-15 ans, donc on aura le temps d'en reparler, parce que là, évidemment, ça sera une crise dramatique au niveau mondial, donc chaque crise en son temps. On va déjà terminer l'actuelle crise, on verra la prochaine crise dans quelques années. Donc, toujours est-il qu'en attendant, eh bien, il y a, je dirais, une devise, entre guillemets, même si ce n'est pas une devise, mais je dirais un actif qui flambe, c'est l'or, qui continue de flamber. Voilà, on a encore atteint 2583 $ l'once. Ça ne s'arrête pas. Vous voyez, cette courbe assez incroyable. Ben oui, parce que les banques centrales achètent cet or. L'or pourrait servir justement de contrepartie à un futur concurrent du dollar. Et puis il y a des inquiétudes évidemment sur la croissance mondiale, sur l'aspect également géopolitique. Donc l'or va continuer d'augmenter. Donc
Donc ce qui veut dire qu'on peut continuer de conserver de l'or, ce que je conseille depuis déjà plusieurs années, et finalement ça a marché. Il ne faut pas en avoir trop non plus dans son portefeuille, mais ça reste la fameuse poire pour la soif, comme je dis souvent, je sais que beaucoup aiment cette expression, donc je la redis aujourd'hui. Donc si on voit également l'or par rapport, donc là c'était en dollars, si on le voit en euros, ça continue également avec 2348 €, des nouveaux records historiques. Donc ça montre l'inquiétude des investisseurs donc, au niveau mondial. Donc voilà pour la question de savoir qui va dominer le monde, ça restera donc les États-Unis, les BRICS sont en train de les rattraper. Malheureusement, nous, la zone euro, on risque, comme d'habitude, d'être un petit peu le dindon de la farce. Et avouons que c'est bien triste, malheureusement. Comme promis, pour terminer, donc la question de la semaine. Alors la question, c'est le bilan, évidemment, de Bruno Le Maire. Alors on nous a dit que c'était les 30 glorieuses. Bon, c'est compliqué, mais surtout, je pense que le vrai bilan, c'est la dette publique qui a explosé. On me dit non, on ne peut pas faire autrement. Si, on pouvait faire autrement. Et c'est vrai que, clairement, aujourd'hui, quand on voit cette dette publique qui a explosé, donc depuis 2017, de plus de 900 milliards d'euros, là, ça s'arrête au premier trimestre 2024, mais sûrement à fin 2024, on sera à 1000 milliards d'euros. Le PIB a augmenté de 560 milliards d'euros, augmenté de l'inflation. Donc on a un problème. Si on regarde depuis 2019, pareil, 773 milliards d'augmentation de la dette, 419 milliards d'augmentation du PIB. Il y a un problème. Augmenter la dette pour générer de la croissance, pour générer du PIB justement, c'est très bien, mais quand la dette augmente beaucoup plus, voire 3 fois plus sur longue période que le PIB, c'est qu'il y a évidemment un problème. Donc là, c'est un bilan catastrophique, malheureusement, de Bruno Le Maire. Il a hérité d'une situation difficile, c'est vrai, hein, reconnaissons-le, mais néanmoins, il a continué d'user cette dette publique. Je n'ai pas arrêté de lui dire, arrêtez d'augmenter cette dette. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. D'autres l'ont mal conseillé, ou alors c'était peut-être la fuite en avant, l'accoutumance, j'ai envie de dire, à cette dette publique, à la planche à billets. Maintenant que la planche à billets n'est plus là, évidemment, cette dette nous coûte cher en termes d'augmentation d'intérêt. Donc, des taux d'intérêt, donc de coût de la dette, ce qui évidemment est très cher. Donc, premier point du bilan, une dette publique catastrophique. Deuxième point du bilan, les fameuses 30 glorieuses. Ben non, on n'y est pas. Alors, je sais que le PIB, bizarrement, il se maintient légèrement au-dessus des 0% en termes de croissance, mais vous voyez bien les indicateurs avancés, donc l'indice INSEE du climat des affaires, on est en zone de contraction de l'activité depuis la mi-2023 et même autour des zéros, donc depuis le début 2023. Donc voilà, donc c'est là aussi, nous sommes malheureusement extrêmement loin des 30 glorieuses, d'autant que troisième point, il a sauvé les entreprises. Oui, ah bon, quand on voit l'explosion des faillites d'entreprises, donc là c'est hors micro-entreprises, on est à 10,4% au-dessus du sommet de septembre 2009, donc c'est dramatique. Si on regarde toutes les différentes entreprises, on est à quelques dixièmes de pourcentage du sommet historique donc, de 2015. Donc là aussi, on se rend bien compte que la situation est dramatique, malheureusement, pour nos entreprises. Et encore une fois, elles résistent, elles ont les reins solides, elles essayent de résister, d'aller de l'avant. Mais malheureusement, on a donné tellement d'aide pour rien pendant le coronavirus et après, que maintenant, on n'a plus les moyens de relancer la machine. C'est ça le problème. L'État, il doit être là quand ça va mal. S'il ne peut rien faire, par exemple, pendant la gestion de ce coronavirus, où là, on a confiné tout le monde en permanence et on a distribué de l'argent un peu sans regarder, eh bien évidemment ça coûte très cher et aujourd'hui on paye l'erreur, évidemment ces erreurs, sans parler des PGE, etc. qu'il faut rembourser, toutes ces erreurs, tout ce court-termisme, cette fuite en avant, se paye aujourd'hui avec malheureusement ces défaillances d'entreprise. Et quand j'ai vu, malheureusement, j'aime beaucoup nos amis du MEDEF, mais c'est vrai que quand ils ont applaudi Standing Ovation à Bruno Le Maire, je pense qu'il y avait un petit problème. Donc encore une fois, j'ai rien contre lui, bien entendu, c'est quelqu'un, je pense, qui avait une bonne volonté. Alors c'est qu'au-dessus de lui, Emmanuel Macron ne voulait pas baisser la dépense publique, donc ça a un petit peu bloqué le système. Mais néanmoins, je pense qu'il faut dire les choses. On ne peut pas dire que tout va bien alors qu'on a ces chiffres tout à fait officiels. Alors pareil, sur l'inflation, et là on voit bien, entre guillemets, les efforts marketing du gouvernement pour faire croire qu'il n'y a pas d'inflation. Non, l'inflation, c'est la courbe bleue. Donc effectivement, le glissement annuel des prix à la consommation, je l'expliquais il y a quelques semaines dans une vidéo, a tendance à baisser. Par contre, les prix continuent d'augmenter. On est à quasiment 18% de hausse depuis janvier 2021. Donc arrêtons de dire que l'inflation baisse. J'ai même entendu, je crois, sur BFM Business ou autre, en disant que oui, les Français, en fait, surestiment l'inflation. Non, attendez. On ne peut pas dire ça. Et évidemment, cette inflation est dramatique pour beaucoup de ménages parce que justement, les prix n'ont pas baissé et notamment sur l'alimentation. Parce qu'on avait promis là aussi les distributeurs, etc., de faire baisser les prix de l'alimentation. Ça a flambé, vous voyez, et ça ne baisse pas. Donc on est à plus de 22% d'augmentation depuis janvier 2021. Donc ça, c'est évidemment dramatique. Donc voilà, en 5 graphiques, le bilan de Bruno Le Maire. J'avais oublié le taux de chômage, on dit oui, le taux de chômage a baissé. Si vous regardez
parce que le taux de chômage, donc toute catégorie confondue, le taux de chômage est à 16,5%. Donc là aussi, c'est un taux de chômage qui reste quand même malgré tout élevé. Donc il ne faut pas, encore une fois, noircir le tableau, mais on se doit de dire la vérité. Et là aussi, on se doit, je dirais, de regarder la réalité en face et de dire la vérité aux Français, ce que nous faisons régulièrement et toutes les semaines, hein, évidemment, sur cette chaîne donc YouTube. Merci encore pour votre fidélité. Je termine avec la bonne nouvelle de la semaine. La bonne nouvelle, on la voit, voilà, c'est la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne la semaine dernière. Voilà, on était à 4,50 il y a encore quelques mois, après 4,25. Donc depuis la semaine dernière, on est à 4% de taux d'intérêt monétaire. Donc là aussi, attention, comme l'inflation reste tout de même au-dessus de l'objectif de la BCE, la BCE ne pourra pas fortement baisser les taux d'intérêt. Donc il faut rester extrêmement prudent. Pour l'instant, la BCE fait une politique des petits pas, mais malheureusement, cette baisse des taux d'intérêt ne suffira pas à relancer la croissance forte. Mais c'est déjà ça se prie. On a une petite baisse des taux d'intérêt, donc ça pourra soutenir un petit peu, je dirais, l'investissement. Mais attention, si on a une crise française de la dette publique, les taux d'intérêt des obligations d'État vont monter. Et donc là, ça va compenser évidemment la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Donc soyons extrêmement prudents. Mais bon, ce qui est pris n'est plus à prendre, donc on prend quand même cette bonne nouvelle sur cette baisse des taux d'intérêt de la BCE. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, si on n'avait pas fait n'importe quoi en termes de planche à billets, on n'aurait pas eu autant d'inflation et peut-être que la BCE n'aurait pas eu à augmenter autant ce taux d'intérêt, donc à les baisser aujourd'hui. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on ne refait pas l'histoire. Toujours est-il qu'il faut être là pour dire les choses, pour dire la vérité. Donc merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour votre soutien, pour les abonnements premium, il y en a de plus en plus formidables. Donc vous recevrez évidemment les slides pour ceux qui s'abonnent premium en cliquant donc sur l'onglet souscription et rejoindre. Donc voilà, on attend le nouveau gouvernement, on verra bien ce qui va se passer, on va en reparler évidemment dans les prochains jours. Merci donc encore une fois pour votre fidélité, portez-vous bien et à très bientôt.